Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Je vous propose aujourd'hui un épisode hors série en vous emmenant dans un collectif de vie où j'ai passé une semaine. Là-bas, on met les mains dans la terre aussi, pour participer au potager partagé par exemple, pour bricoler au jardin, ou même pour se lancer dans un projet d'agriculture nourricière comme vont nous le raconter nos hôtes. Je vous emmène donc à la rencontre d'Eliott, Lynn, Ben, Lily et leurs 3 enfants, Sohan, Lilo et Lou, Perrine et Millie, dans leur lieu de vie qu'ils ont voulu garder secret. Ils ont fait le choix de vivre autrement, dans des habitats légers et écologiques, plus proches de la nature, en produisant leurs propres énergies. Mais je ne vous en dis pas plus et je les laisse vous faire découvrir leur monde et leur mode de vie. Bonne écoute! Alors, comme je vous disais, pour cet épisode, je ne peux pas vous dire exactement où je suis. Je peux seulement vous dire que je vais passer une semaine dans un lieu collectif, un habitat collectif. Et pour quand même que vous vous rendiez compte de à quoi ressemble ce collectif, on va vous le faire visiter avec Eliott. Donc, quand on arrive, on est sur un chemin en terre, comme là maintenant. Là, sur ma gauche, j'ai un portail. Et sans crier gare, le porte du collectif s'ouvre et c'est ici que commence la visite. Coucou Eliott. Coucou Sarah, coucou les mains dans la terre. Alors est-ce que tu peux nous faire visiter votre lieu ? Avec plaisir, ouais. Quand tu arrives sur notre lieu, là directement à gauche, tu as une petite cabane en bois pour pouvoir ranger tous nos vélos, parce qu'on se balade principalement en vélo. Okay. Et puis adossé à cette cabane, on a une beau petit hangar pour mettre tout ce qu'on récupère. Parce qu'on récupère quand même pas mal de matos. Puis après, on a tous nos matos, notre matos agricole pour le tracteur, pour notre projet avec Ben, dont on va vous parler. Moi, je fais un gros squattage avec mon bateau que je suis en train de retaper. On voit une serre aussi au bout, des poules. Ouais, on a des poules directement. C'est un poulailler en mouvement. On le change à peu près tous les mois en fonction de ce que les poules ont à manger. Puis on le déplace sur le terrain. Et puis effectivement, il y a une serre. On a 3 serres sur le terrain et ça, c'est une des premières serres qu'on va pouvoir aller voir tout à l'heure. Okay. Et puis là, après, on arrive sur une intersection. Donc il y a plein de petits chemins un peu cachés dans la friche sur le lieu. On va prendre le chemin de gauche pour arriver sur la place centrale du village qu'on appelle. Et là, on passe devant le stock de bois. C'est trop beau là, c'est plein de fleurs. Ouais, c'est chouette. On est au printemps là, du coup c'est vraiment tout plein de fleurs. Ça a bien explosé, ouais. Et donc on arrive sur la place du village. Sur la place du village, ouais. On a la chance d'être sur un lieu ça fait un paquet d'années qu'il existe. Et la personne qui était là avant, qui a créé le lieu, en fait, était passionnée de fruitier. Et donc il y a plein d'arbres, on est sous un abricotier. Juste à côté de ça, tu as un bel olivier aussi. Il y a des pommiers, des néfliers du Japon, il y a des pruneliers, beaucoup d'aubépines, un cerisier, des lauriers. Donc tout ça, ça entoure la place du village. Et il faut savoir qu'en 97, dans le lieu où on est, enfin dans la région dans laquelle on est, il y a eu une tempête, donc beaucoup d'arbres sont tombés. Et en fait, les arbres couchés sont repartis. Et là, ça entoure un peu la place du village par les souches. Donc c'est très, très agréable. Donc dans le lieu, en fait, on fait bien la différenciation entre les lieux privés et les lieux publics. Donc la place du village, c'est un lieu public où en fait tout le monde peut venir, tout le monde peut être à son aise. Mais par contre aussi, on a des lieux qui sont plus indépendants, qui sont plus privés. Et cette place du village est un peu entourée de plusieurs habitations. Et là, sur ma gauche, juste en face du feu, en fait, il va y avoir la canopée. C'est le lieu dans lequel j'habite avec Lynn, qui est une habitation en bardage bois extérieur. Donc c'est de la croûte de bois. Ok. Trop bien. Et puis on peut... Et donc vous avez des cloches chacun pour vous annoncer. Exactement. Lynn qui est ici présente. Coucou Lynn. Voilà. Donc nous on a opté pour une cuisine 100% extérieure. On n'a pas de cuisine intérieure. Donc en hiver c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais on l'a fait en fait dans l'agrandissement de la maison. Et on n'a pas couvert ce lieu-là. Donc on a une cuisine extérieure. Et puis sur la droite on a aussi une petite terrasse en bois, en bois de palette de récupération.
Et un autre petit massif fleuri, là où on a beaucoup d'aromates pour pouvoir cuisiner et puis que ce soit à proximité de la cuisine. Mhm. Un peu pour l'historique du lieu, nous c'était ici c'est une ancienne boulangerie et quand je suis arrivé il y a 3 ans c'était une cabane qui était en plein de bouts de bois rassemblés donc moi j'y connaissais rien du tout en bricolage, j'étais vraiment novice dans le domaine, à peine si je savais utiliser une scie sauteuse et les collègues du collectif m'ont un peu soutenu et m'ont aidé pour pouvoir monter cette cabane et j'ai énormément appris, donc c'est une cabane qui est pas mal sur l'expérimentation. On a essayé plein de techniques différentes, autant dans la construction que dans les questions d'isolation ou de maçonnerie. On va aller voir à l'intérieur, Mhm. parce que j'ai fait tous mes murs en terre-paille du terrain. Et Perrine, qui est maçon à l'île écologique, m'a aidé et puis a expérimenté, elle, des enduits en chaud chanvre, Ok. avec des pigments pour faire une couleur un peu beige et ocre. Et donc là, vous êtes sur 2 étages, Exactement, avec une petite pièce en bas, pièce à vivre. On a un duplex. On peut dire que nous avons un duplex. Mais oui, en bas, dans la cabane, elle est pas grande. Hein. Elle fait, je sais pas, elle doit faire 10 mètres carrés, 10 mètres carrés au sol avec un étage. Après, il y a toute la cuisine et la salle de bain qui sont à l'extérieur, qui c'est des petites extensions. Mais là, c'est très agréable à vivre à deux. On a un petit coin salon pour pouvoir inviter les copains et un petit coin, disons, avec une table pour pouvoir bouffer à plusieurs. Et donc la chambre en haut. Et donc la chambre en haut, ouais, exactement, le pieu là-haut avec nos étagères. Donc on continue. On peut continuer la visite du lieu, ouais, exactement. Donc on revient sur la place du village. Et puis juste adossé en fait à la canopée, il y a un gros four à pain. Et ici c'est une pièce en fait de stockage des aliments, de stockage de toutes nos conserves. Alors on a quitté un lieu privé qui était notre lieu d'habitation avec Lynn pour arriver dans un lieu collectif ou un lieu partagé où on peut chacun mettre nos aliments qu'on a transformés en conserve. Et puis il y a le frigo aussi. Coucou. Et donc là il y a un bus, c'est le premier, la première structure qui est arrivée sur le lieu, c'est un bus aménagé avec devant une belle terrasse qui elle est un lieu collectif, tandis que le bus est un lieu d'ailleurs maintenant collectif, ouais, c'est un lieu partagé auquel on peut se retrouver pour poser des bouquins, on a nos graines à l'intérieur, on peut aussi faire des soirées projection de films et là actuellement c'est là où tu loges. C'est une maison qui est autonome avec ses propres toilettes, propre cuisine pour pouvoir héberger les copains ou les gens de passage. C'est très mignon. Je peux témoigner que c'est très mignon. Ouais, c'est chouette. Très lumineux et là dans un autre coin de la place du village il y a une maison en dôme. Il y a Lily qui est là et il y a. Voilà. Et Je sais donc pas là, s'ils sont- c'est je sais pas s'ils sont là, je sais pas la s'ils famille du village. Ben, Ils sont Lily et dispo. leurs 3 enfants qui habitent ici. Coucou Lily. Coucou, ça va? Ouais. Vous avez fait la petite visite? Ouais. Tu nous présentes votre maison? La petite maison, ben voilà, regarde l'entrée là, comme ça. Ouais. On a fait des petits travaux dans l'hiver pour changer un petit peu l'orientation de la cuisine, parce que maintenant avec les enfants, comme ça on peut les faire jouer au jardin. Coucou Ben. Ça va? Ouais, toi? Oui. C'est bon, les enfants sont couchés? Oui. On peut présenter. C'est ça. Ok, donc ça c'est la maison qui était là, la première maison qui était là sur le lieu, c'est ça? Construite? Non, le bus était là avant. Le bus était là avant, Ouais. ok. Mais on a habité là depuis 4 ans et demi, Ouais. dans cette maison-là. Avant, on était dans le bus. Et puis, il y avait déjà un existant, donc le géodôme, qui était là. Et puis après, on a tout retapé de l'intérieur. On a mis un plancher, parce qu'avant, il n'y avait que de la terre battue, isolée, mettre des enduits. Donc du coup, là, il y a plein de petites fenêtres. Ça fait pas mal de contraste de lumière et tout ça. Et puis, c'est rond. Ouais. Et ça fait hyper lumineux et c'est comme c'est circulaire, ça fait doux en fait, comme Carrément. ambiance. Et donc il y a aussi une extension caravane. C'est Ouais, ça on a rajouté une caravane dans le bâtiment parce qu'on manquait de place. Arrivé à 3 enfants, on se pose ces questions-là. Donc on a rajouté des pièces, dont une caravane qui est incrustée dans le bâtiment et c'est notre chambre, du coup, avec Lily. Et du coup vous avez un jardin à vous aussi sur le Ouais, lieu. on a c'est notre ça petit endroit, une petite pelouse de 300 mètres carrés avec les jeux pour les enfants. C'est là où on passe beaucoup de temps au soleil, parce que je crois que c'est l'endroit le plus ensoleillé qu'on ait. Il y a moins d'arbres ici. C'est rigolo de voir l'évolution de l'endroit, parce que moi c'est un terrain de famille. En fait, j'ai connu cet endroit quand j'étais toute petite. Mhm.
Donc je suis venue là, je sais pas, je devais avant 10 ans, je pense, avant mes 10 ans. Du coup, j'ai vu complètement une autre exposition, une autre décoration. Les habitats avaient pas, ils n'étaient pas établis comme ça et tout ça. Donc j'ai connu plusieurs trucs, c'était chouette aussi. Donc ça a quand même bien évolué. Ouais. Là, ça me fait drôle d'être là maintenant à mon tour, quoi. Et c'est la première fois que vous êtes autant sur ce lieu? Il y a déjà eu plus de monde sur le lieu, mais c'était pas les mêmes modes de fonctionnement collectif. Ok. Nous, on est chacun a sa petite autonomie, sa maison. On n'est pas du tout une colocation. Donc tout le monde vit chacun dans son habitat. Et à l'époque, ils étaient plutôt un héritage des années hippies en fait. Donc ils vivaient un peu tous ensemble. Tous les repas étaient partagés. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait. On trouvait ça trop lourd à porter comme forme de collectif. D'accord. Super. Bon, et ben, je reviendrai tout à l'heure pour en savoir plus. Je continue la visite. À tout à l'heure. À toutes. Donc je retourne rejoindre Elliot sur la place du village, qui est vraiment la place centrale, comme vous pouvez comprendre. Et on va prendre un nouveau On chemin. va prendre un nouveau chemin. C'est un peu comme un rond-point en fait. T'as plein de petits axes à droite, à gauche. Et là, il y a 2 axes qui s'offrent à nous. On va plutôt arriver par l'axe droite et puis on va aller voir l'atelier. Notre atelier de bricolage, de stockage des outils. Donc c'est un atelier qui est principalement pour stocker les outils et la création aussi de travail du bois. Ouais. Parce que avec les copains on aime bien expérimenter plein de techniques et puis c'est le bois, disons, la matière qu'on aime le plus travailler. Et avec Ben, on tourne le bois, donc on fait des bols, des assiettes, un peu des cuillères, des couteaux aussi pour le trip quoi. Et puis là sur la droite, un peu caché dans tous les arbres, on a c'est ce qu'on appelle le compost à caca. C'est notre lieu en fait où vu qu'on est tous sur des toilettes sèches, c'est notre lieu où on composte nos déchets humains pour pouvoir les utiliser dans le jardin. Et puis là on arrive donc dans le jardin. Un jardin donc partagé également où on essaye de cultiver à l'année pour toutes nos habitations quoi. Trop chouette. Donc là, on voit bien le jardin, les buttes, la pépinière en face qui est faite exclusivement en porte-fenêtre récupérée. Porte-fenêtre C'est ça. exactement, en plein milieu du jardin pour pouvoir avoir des cultures un peu en avance et faire tous nos semis. Et donc, il y aura la cabane solaire en face. Il y a la avec, cabane solaire en cabane face, à outils. avec la cabane pour les outils du jardin et puis la cabane solaire qui est en fait le lieu d'accueil des panneaux photovoltaïques. Et à partir de là, l'électricité est dispatchée dans tout le collectif. Donc c'est également là où il y a la machine à laver partagée pour tout le monde quoi. Et donc, on va continuer la visite vers le dernier habitat qui est derrière le potager, qui est la maison de Milly et Perrine. Voilà, un peu moins fort que la maison. Coucou! Salut! Ça va les filles? Ouais, bienvenue à la maison, à la yourte. Donc, Perrine et Milly, Tout à fait. nos 2 maçonnes qui vivent dans une yourte. Voilà, exactement. Dans une tente. Bienvenue. En plus, là, il fait super bon, il fait 22 degrés, donc ça, c'est vraiment chouette. On passe souvent un peu des extrêmes en température, mais c'est dû à l'isolation de 8 cm en laine de mouton. Ok. Et tout est, c'est très blanc ici, très lumineux, parce qu'il y a une grande baie vitrée, il y a une porte d'entrée vitrée, il y a le tounou aussi, donc c'est le haut, c'est le trou en haut de la yourte qui est très vitrée. On a quand même bouché une fenêtre parce qu'on voulait isoler un peu quand même. Et puis tout est là en fait, il y a le canapé, la table à manger, la cuisine, suivie de la salle de bain, donc une douche. Et notre lit mezzanine pour gagner un peu de place et ranger les vêtements en dessous. Et puis un petit bureau moi, pour que je puisse faire mon administratif. Voilà. Super, c'est beau et lumineux en tout cas. Ouais. C'est doux aussi, c'est rond, c'est doux. Ouais, et puis il y a tous les tissus là qui sont cousus, c'est de la toile, des draps de lin et en partie de ce qui viennent de chez mes grands-parents. Donc ça c'était chouette aussi pour moi. C'est du parquet au sol et ce qui était important pour moi aussi c'était on est un peu surélevé par rapport au sol, il y a une marche et on est sur des pneus. C'était important pour moi aussi de ne pas abîmer le sol, de ne pas faire de fondation. Pour une maçonne c'est un peu bizarre mais c'était vraiment important qu'on puisse partir et puis laisser le terrain vraiment nickel après nous quoi. On peut tout enlever à la main en 2 semaines, on peut tout ranger et on n'est plus là quoi.
Et elle fait combien de superficie, votre yourte? Elle fait 32 mètres carrés, elle fait plus de 3 mètres, presque 4 mètres tout en haut. Et aussi, c'est pas une yourte mongole, c'est vraiment une yourte occidentale parce qu'on a une porte en entière, c'est-à-dire que ça fait 2 mètres 10 en haut, c'est pour ça qu'on peut mettre une mezzanine. Et on a des grandes baies vitrées aussi qui donnent vraiment sur la nature. Donc ça, c'est très agréable. Vous avez aussi votre propre petite terrasse. Oui, construite avec soin par Milly. Et ça, c'est trop cool pour prendre un café et puis avoir un peu d'intimité aussi. C'est vrai qu'ici, la yourte, c'est la partie l'habitat qui est le plus intime. Parce qu'il faut traverser le jardin et tout et tout. Donc voilà. Eh bien, merci. Je reviendrai vous voir pour en savoir plus sur vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, on est à la fin de la visite. Du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est que pour mieux découvrir ce collectif et le mode de vie qu'ils ont choisi, eh bien, nous allons aller les rencontrer, non pas un par un, mais par habitat, par couple ou famille. Donc je commence mon tour de présentation par Ben et Lily, qui sont les parents de ce collectif. Vous êtes aussi les premiers arrivés ici, donc est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre et nous raconter comment vous êtes arrivés ici sur ce lieu? Ok, alors moi c'est Ben. Du coup, on est arrivé il y a 6 ans ici. Avant, on était sur un autre lieu, beaucoup plus classique. Et puis, on a choisi un changement de vie et on a eu cette opportunité-là de venir sur ce lieu. Donc, au début, on était un peu timide dans notre arrivée. Et puis après, on a commencé à faire des travaux tous les deux. Et puis, on a mis 1 an avant de pouvoir s'installer vraiment sur le lieu, dans la plus grande simplicité, sans l'eau courante, sans l'électricité, juste avec des bâtiments, un toit, quoi. C'est tout ce qu'on avait. Et c'était un sacré défi, mais ça nous a plu. Alors, moi, c'est Lily. Du coup, ce terrain, moi, je le connais depuis petite parce que j'y suis déjà venue. C'est un terrain de famille qui a une histoire avant nous. Et du coup, quand on a eu l'opportunité de le reprendre, effectivement, ça a été un peu la grande aventure, le défi. Et on avait notre premier fils qui était petit, qui avait 2 ans. Et puis on s'est lancé un petit peu en disant allez, on n'a pas grand chose à perdre et l'endroit était vraiment magnifique. Du coup, voilà, on a remonté nos petites manches et puis on s'est lancé dans l'aventure à coup de récup, petit bricolage et tout ça au début. Avant, donc pour expliquer aux auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on ne peut pas dire où est ce lieu exactement? Oui, on peut. Pourquoi on ne peut pas dire où se trouve ce lieu? Parce qu'on a fait tout un travail depuis qu'on est arrivé ici pour s'intégrer en fait dans le tissu local, malgré qu'on soit un peu en marge au niveau du mode de vie. Et tout ce travail-là, il a pour objectif de rendre crédible ce mode de vie-là, de faire comprendre que peut-être il y a une voie possible par un mode de vie plus simple et plus proche de la nature. Et du coup, ça a été une longue communication, une longue déconstruction des idées reçues qu'il y avait. Et puis après, forcément, de plus en plus de partenaires, même la mairie, les collectifs agricoles et tous les acteurs les plus importants, pour nous en tout cas. Et du coup, il a fallu bien maîtriser sa communication et on est toujours là-dedans. Donc on n'a pas envie d'afficher en fait l'endroit où on est pour ne pas afficher non plus la collectivité et continuer notre travail de fond qui nous paraît important. Okay. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce terrain, techniquement parlant, on est dans l'illégalité parce que les habitats qui ont été bâtis et construits ici, ça a été fait sans demande préalable de la mairie. Et ce sont des parcelles qui ne sont pas constructibles. Du coup, voilà aussi pourquoi on ne veut pas s'exposer et qu'aujourd'hui, on travaille sur le fait de pouvoir mettre ces habitats justement en partenariat avec la mairie pour que ce soit légal, ce mode de vie, que ce soit reconnu. En fait, on attend aujourd'hui que les instances se saisissent de ce mode de vie-là pour lui poser un cadre. Donc pour nous, ça serait une forme de reconnaissance en fait, du travail qui a été accompli pour être plus écologique et plus proche avoir un mode de vie plus durable en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut y aller tranquillement en prenant les bonnes voies pour faire ça. Donc pas brusquer quelqu'un ni aucune institution quoi. Okay. Voilà.
Et justement, vous parlez de cette voie alternative d'habitation et de mode de vie. Il y a un courant qui s'appelle la désobéissance fertile qui est un petit peu dans la même mouvance, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous reconnaissez dans eux leur combat ou est-ce que vous, c'est différent? Alors, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de leur combat, mais de ce que j'en ai compris, on se situerait en partie dans leur mouvement. Et la partie qui nous séparerait peut-être le plus, c'est le militantisme actif. On a tous sur le lieu un accord tacite, une raison d'être qui nous a emmenés ici. C'est de vivre nos journées le plus dans la joie possible. Et donc, après, le militantisme, il se situe dans l'exemplarité. On veut avoir une vie qui, en la regardant, puisse faire penser aux autres, pourquoi pas moi aussi, je pourrais avoir accès à une vie qui est simple et agréable en fait, où le temps il retrouve ses lettres de noblesse, on n'est pas tout le temps dans le speed, voilà, on peut profiter de nos enfants, de se nourrir nous-mêmes, voilà, il y a tout plein d'avantages qui permettent de ralentir la vie qu'on mène aujourd'hui, quoi. Voilà. Okay. Et du coup, comment il s'est construit ce collectif ici sur ce lieu? Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, on a commencé petit à petit à venir un petit peu tous les jours, les week-ends, bricoler, tout ça. Donc Ben et moi, et Sohan, du coup, notre plus grand au début. Et puis, ça a intrigué quelques copains qui sont venus nous filer la main, en fait, pour défricher, pour bricoler, tout ça. Et en fait, ça s'est fait le plus simplement du monde parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi au début à... C'était un peu compliqué pour nous d'envisager d'habiter avec d'autres personnes. Enfin, on ne s'était pas trop posé la question. Et au final, ça s'est fait tout seul. En fait, il y a une amie qui était là, qui nous a aidés très souvent, qui était là tous les jours, on mangeait ensemble. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Et les gens ont commencé à, je ne sais pas comment on peut dire, pas s'installer, mais on en a discuté en disant, mais au final, est-ce que peut-être je pourrais habiter là? Et c'était une évidence. Oui, il y a eu beaucoup de spontanéité dans la manière d'accueillir les personnes qui sont venues petit à petit et aussi dans la construction de la dynamique du lieu. Depuis cette spontanéité dans l'accueil, on n'a pas mis en place de règles avant qu'il y ait des problèmes en fait. On a attendu que le temps coule en fait et puis à mesure que les choses se présentaient, on s'est dit là tiens, ça serait bien de se faire un temps ensemble pour discuter de telles choses en particulier. Et de fil en aiguille, on a construit des règles. Mais en tout cas, on l'a pris dans ce sens-là. Commencer avec le plus d'autonomie possible chacun. Donc chacun son espace et très peu de choses en commun. Et puis à mesure que les évidences se présentaient, on mettait en commun et on fixait des règles. Et alors, tous les deux, vous êtes parents de 3 enfants. Comment c'est la vie en collectif en famille, quand on est en famille? Alors moi, je pourrais dire que c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet de partager les charges aussi mentales et le temps et tout ça. C'est des tontons tata en fait, quoi. Vraiment, on revient sur l'image de la famille, mais il y a toujours quelqu'un pour venir lire une histoire, faire un câlin, emmener les enfants faire une balade. Et c'est un lien super fort qui se tisse. Et comme je disais, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Donc un petit coup de fatigue, une galère à préparer le repas. Et il y a toujours une petite fée qui débarque pour filer un coup de main, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a une chose pour ma part qui est, pour l'instant, manque dans ce collectif, c'est d'autres enfants, d'autres familles. Parce que là, il y a nos 3 enfants à nous et j'aimerais ça vraiment qu'ils puissent partager avec plein d'autres enfants cette petite vie. Ça viendra. On attend patiemment les autres. C'est bon. Et alors justement, il y a on parlait tout à l'heure du côté stricto sensus illégal de votre habitation. Comment vous avez géré et vécu au début cette précarité en fait dans l'installation, dans votre habitation, qui est censée être la chose peut-être une des choses les plus stables, du moins dans une vision conventionnelle, et surtout quand on bâtit une famille, quoi. Et comment vous avez vécu ça? Mais t'as raison, c'est une des... même dans le mode pas conventionnel de la vie, c'est quand même important d'avoir une maison. C'est un pilier en fait de l'existence et ça n'a pas été facile du tout. Parce que déjà on avait nos propres peurs à affronter, à changer de cadre de vie, de passer à quelque chose de moins conventionnel.
Et l'illégalité du lieu nous a mis dans une dynamique qui n'était pas très positive. On essayait d'être le plus discret possible et ça nous a emmené à mesure que le temps passait à devenir de plus en plus renfermés en fait. Socialement, on a été en difficulté pendant au moins 1 an avant de pouvoir réouvrir un peu les barrières du lieu, de se sentir légitime, de sentir que le lieu il était beau et que du coup il y avait quelque chose à montrer. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs l'arrivée des autres, le collectif, qui nous a donné un peu la force de faire ça, parce que sans eux, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à sortir de ce marasme un peu pas agréable, quoi. Donc je dirais difficile dans les premiers temps, surtout sans électricité, sans eau. Il y a quelques moments où on sent la précarité, quand on doit allumer des bougies et qu'il y a des moments un peu plus compliqués où le confort nous appelle. Et puis au final, une sacrée découverte parce qu'à chaque fois qu'on faisait rentrer une nouvelle énergie, un nouveau confort dans notre habitat, c'était une vraie découverte d'avoir l'électricité, branchée sur des panneaux solaires ou d'avoir l'eau qui arrive au robinet avec une pompe. Toutes ces choses-là, on les oublie quand on vit dans un habitat classique. Mais quand on les redécouvre, eh bien c'est vraiment un cadeau, quoi. Du coup, après, on ne regarde plus du tout ces énergies de la même façon. On les considère beaucoup plus précieuses. Donc ça a été un des grands apprentissages de l'arrivée ici, de reconsidérer les énergies et le confort qu'on avait. C'est vrai que la première année, on avait carrément la trouille de se faire déloger et on s'était bien pris dans le projet en fait. Ça devenait vraiment super plaisant de bricoler, de se sentir installé là-bas et tout. Et du coup, très peur de se faire virer en fait. Et petit à petit aussi, on s'est investi dans la commune, dans des associations. On a commencé à faire on a fait des collectes Emmaüs, on a créé un café idée, des projections cinéma sur des films comme Demain par exemple. En fait, on a vachement fédéré et on a montré aussi un peu patte blanche. On a montré qu'on était là, qu'on avait envie de faire bouger les choses et d'emmener les autres avec nous en fait. Et on revendique rien, forcément le point levé devant tout le monde, mais par contre, voilà, c'est ça. Quand on a commencé à mettre un pied dans la vie active locale et associative surtout, là on s'est senti plus légitime aussi. Et du coup, pour des personnes qui aimeraient aussi, sans peut-être oser se lancer, adopter un mode de vie comme le vôtre, en collectif et en habitat léger, sur des zones pas forcément constructibles, qu'est-ce que vous leur conseilleriez, vous ? Il y a plusieurs voies possibles, mais aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pas la voie la plus simple que d'aller vers une municipalité pour chercher une voie légale directement. Peut-être qu'il faut se permettre de créer, se permettre d'essayer et du coup d'apporter la crédibilité petit à petit à son projet. C'est important de faire attention à l'image du lieu sur lequel on vit, la raison d'être de ce lieu. Sûr que si c'est un squat où il se passe plein de choses étranges et opaques, ça va pas plaire à une municipalité. Par contre, si on ouvre un lieu sur l'agriculture ou sur une vie sociale ou associative, eh bien peut-être que là, les municipalités vont se rendre compte de l'intérêt de ce genre de lieu. Je crois qu'on arrive à un moment où il y a encore des peurs de la part des municipalités ou des conventions qui restent en place. Et il ne faut pas demander aux institutions de les dépasser. Je pense qu'il faut qu'on leur montre une voie. Et cette voie, si elle est belle, il n'y a pas de raison qu'ils la refusent. Dans quel ordre faire les choses ? Déjà, je pense que tout seul, c'est compliqué. Ouais. Après, on peut peut-être pas tous vivre en collectif, mais en village peut-être. Et effectivement, ouais, comme je disais, montrer patte blanche et puis essayer de faire bouger les choses en faisant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de craintes aussi, pas du côté légalité, mais pour l'idée de se mettre en collectif. Avant de le faire, on se dit que ça va être très contraignant, ça va un peu tuer notre individualité, nos libertés qu'on a tous, quoi. Et en réalité, pas du tout. La peur qu'on se fait avant que ça existe, elle est infondée. Et quand on est dedans, on se rend compte que tout ce qu'on s'était monté, c'est pas réel. On a tout autant de liberté qu'avant, même voire plus, parce qu'on arrive à se diviser les tâches et le temps pour s'occuper des choses. Par exemple, un jardin, un poulailler, quand on est 8 à s'en occuper, en fait, ça demande moins de temps, quoi.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on imagine qui en réalité c'est des peurs infondées, quoi. Alors ça correspond justement à des questions que j'avais pour vous sur les idées reçues qu'on pouvait avoir sur la vie en collectif. Donc tu as donné quelques indices de réponse, Ben, mais je vais quand même vous les poser. Du coup, une idée reçue, moi souvent quand j'en parle autour de moi, c'est « Ah non, trop prise de tête la vie en collectif, trop difficile ». Vrai ou faux? Bah, ni absolument faux, ni absolument vrai. Vrai dans le sens où on n'a pas le choix, vu la proximité de la vie et les mises en commun des choses, de discuter avec les gens. On peut plus se permettre de fuir une discussion comme dans un mode de vie individuel où on va juste rentrer chez soi, fermer la porte et voilà, c'est clos. Là, on est bien obligé d'aller affronter le débat, bien obligé de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, de ne pas laisser un non-dit gangréner en fait. Donc pour ça, oui, ça peut être un peu prise de tête. Ça veut dire qu'il faut être prêt dans sa vie à avoir des communications sur soi, sur ce qu'on pense et à accepter aussi le regard de l'autre là-dessus, quoi. Mais en réalité, dans les faits, globalement, chacun est libre de faire ce qu'il veut du moment que ça ne dérange pas l'autre, quoi. Donc ça laisse quand même une sacrée marge pour se sentir libre sans aucun souci. C'est très rare les moments où je me suis senti bridé, moi, ou bloqué par le collectif. Vraiment très très rare. Ok. Et je pense aussi que ça dépend de chaque collectif. Comme on disait tout à l'heure, on n'avait pas rédigé de charte avant ou de choses tout préétablies, préfaites. Des fois, je vois des collectifs qui cherchent à se monter en faisant par exemple des appels ou des offres de places. Alors nous, ça nous est jamais arrivé d'accueillir quelqu'un qu'on connaît pas du tout. On connaissait toujours la personne avant, en fait. Les liens étaient très forts qui font que du coup, on a fini par s'installer ensemble. Donc je pense que le fait que ce soit super rigide comme contexte avant, ça laisse moins de place à la spontanéité et aussi les gens, du coup, ils se mettent dans ce petit cadre. Et du coup, quand il y a un besoin d'en sortir, ça peut devenir très conflictuel ou créer un mal-être, en fait. Qui ici, là, la communication, en fait, vraiment, c'est ça, quoi. Ouais. Pas laisser les choses gangréner. C'est ça aussi l'aventure, le principal de l'aventure en collectif, il est là, en fait, hein, dans la relation à l'humain et comment on les gère. Et moi, je trouve que c'est un super apprentissage et ça nous fait grandir que de devoir communiquer avec les autres. En fait. Est-ce que vous souffrez en collectif de n'être jamais seul? Oui, ça arrive, mais je pense pas que ça soit de la faute au collectif. Je pense que quand on a des copains, des gens qu'on aime, avec qui on aime passer du temps, qui sont à côté, il faut savoir se garder du temps pour soi ou pour son couple, par exemple. Et faut savoir se brider soi-même, en fait. Donc ça arrive qu'on ait des moments où on se dit bah mince, en fait il est peut-être temps qu'on passe un peu de temps tous les deux, ou que je passe du temps tout seul, ou des choses comme ça. Ça arrive, ouais. Mais c'est pas quelque chose qu'on subit quelque part, c'est par manque de... Ah, je sais pas trop comment exprimer là. Par manque de volonté, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas la volonté qui nous manque. C'est savoir se mettre parfois soit en priorité ou en fait choisir. En fait, on n'a que des options cool. Mais voilà. Soit il y a les copains qui mangent ensemble, soit on peut manger aussi entre nous, soit on peut être aussi un peu peinard. Et du coup, il faut choisir, quoi. Alors, c'est ça qui est vrai dur. qu'à certains moments, c'est compliqué. Et là aussi, ça dépend du lieu. Parfois, là, les habitats sont un peu proches. Et parfois, on peut souffrir un peu du manque d'intimité. Voilà, des fois, si tu as envie d'être les fesses à l'air dans ton jardin, et ben ça, c'est important pour moi, je pense, d'avoir son petit coin aussi qui peut être qu'à soi. Voilà, ça, c'est des choses qu'on découvre, en fait, à mesure que le temps passe. Au bout de 5 ans et demi, 6 ans, on sait maintenant où le bas blesse un peu, notamment dans l'intimité, que chacun ait son petit coin vraiment un peu secret, quoi. Et ça, on l'a pas fait, nous, pas du tout. Mais maintenant, on sait que c'est quelque chose vers quoi on va tendre, avoir des espaces un peu plus privés. Il faut savoir que c'est mouvant, en fait. C'est pas quelque chose de figé. Tout avance tout le temps et la plupart du temps, ça se passe très très bien. Est-ce qu'il y a un vote collectif pour chacune des décisions prises? Non. Non. Ça arrive
C'est arrivé qu'on ait fait des votes, c'était pas très concluant. On a mis beaucoup de temps pour mettre en place le vote, comment on le faisait, quelles seront les questions du vote, etc. C'est pas instinctif pour nous. Ok. Nous on ne fonctionne pas comme ça. Il y a une envie, on va communiquer cette envie lors d'un repas, d'un truc comme ça, et les gens vont dire bah vas-y, fais-toi plaisir. Et puis voilà, puis s'il y a besoin d'un coup de main, il y a des volontaires tout le temps ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus spontané que ça. Ok. Et est-ce que vous avez des rituels ou des réunions régulières en collectif pour discuter, même si c'est pas pour voter? Oui, oui, on a essayé de mettre des réunions en place régulières, donc à des dates bien précises et tout ça. Ça a carrément pas fonctionné du tout, parce que là, pour le coup, on a senti, en mettant en place ça, que c'était une privation d'une liberté, en fait. On s'est senti obligé d'y aller, par exemple un mardi, il y avait autre chose de proposer au même moment, et non, du coup, j'ai pas envie d'aller à cette réunion du tout, quoi. Ouais. Donc c'était restrictif, et on a tous un peu pas très bien vécu ce truc-là. Donc malgré que l'idée était bonne à la base, hein. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on n'est pas 40 non plus sur le collectif. Donc ça arrive régulièrement qu'on se croise tous, un café, un repas, et suffisamment régulièrement pour qu'on engage à chaque fois des conversations sur ce qu'il faut faire ou des choses comme ça. Il y a aussi des petites réunions exceptionnelles sur des sujets précis. Par exemple, le jardin, c'est la période de s'y mettre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commande des graines? Voilà, c'est arrivé sur des sujets bien choisis qu'on ait des réunions organisées. Je reconnais tout à fait que tous les collectifs sont différents et qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus d'organisation. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a raison ou l'autre qui est tort, hein. C'est juste, je pense qu'il y a autant de collectifs qu'il y a de personnes en fait. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut avoir déconstruit, vous pensez, pour pouvoir se lancer dans l'aventure du collectif? L'hygiène. Qu'est-ce qu'il faut avoir déconstruit? L'ego. Ouais, l'ego, ouais. L'ego, départ, prenait une place. Il faut savoir lâcher dans les moments où parfois on est un peu seul contre tous parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, ou alors parfois sur les questions de territoire, d'appartenance du matériel, parce qu'on partage aussi le matériel. Il y a plein de choses en fait qui sont mélangées, quoi. Ouais, moi je vois aussi, ça rejoint l'ego, mais la communication. Là, il y a vraiment une grosse déconstruction à faire sur comment on communique habituellement, c'est-à-dire l'absence de communication, bien souvent. On évite de dire ce qui est désagréable habituellement. Et d'abord on déconstruit ça, cette manière de penser en fait, pour restaurer quelque chose qui me paraît plus sain, de dire les choses qu'on ressent, tout simplement. Voilà. Donc dire ce qu'on ressent, ça permet de s'affirmer soi et de remettre les autres dans une vision plus empathique, globale, quoi. Donc ça, c'est le plus gros exercice, je crois. De déconstruction, construction au niveau de la communication. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous raconter un de vos meilleurs souvenirs ici, sur le lieu? Si, en fait, ça nous arrive 2-3 fois dans l'année, on a un four à pain. Et en fait, on fait des journées pizza. Donc, on prépare des kilos et des kilos de pâtes. On fait des gros plats avec plein d'ingrédients tout prêts, tout ça. Et on invite tout le monde. Et souvent, il fait magnifique. On dit à tout le monde, ramenez vos instruments de musique. Il y a la famille, les copains. Et là, c'est des journées où ça passe 80-90 personnes. On fait des pizzas du matin au soir. On fait de la musique. Le collectif, il est hyper beau, hyper vivant à ce moment-là. Et là, ça, c'est vraiment du kiff, quoi. Ouais, c'est un très bon choix de moment. Mais j'avais aussi instinctivement, quand j'ai allumé pour la première fois la lumière dans ma maison, en fait, j'ai branché les panneaux solaires et d'un coup, j'arrive près de l'interrupteur et j'appuie. Et là, ça marche. Et ça, c'est quand même un super souvenir. On est resté ébahis devant la lumière pendant longtemps. Waouh, la lumière. Et la lumière fut. Exactement, on l'a dit un paquet de fois, ça. Ouais. Jour, nuit. Donc ouais, un bon souvenir. Ok, trop chouette. Et ben merci beaucoup, Ben et Lily. Ouais, merci Sarah. Alors on suit Sohan qui va nous montrer son jardin maintenant. Donc il est où ton jardin, Sohan? Il est là. Il est là dans le potager. Waouh!
Tu nous expliques ce que c'est? Il y a des échalotes, des radis, des fraises et des salades géantes. Ouais. Et c'est toi qui as tout planté? Ouais. Trop bien. Et alors, c'est quoi que tu as préféré planter? Des fraises. Ok. Il m'a dit que j'aurais le droit à la première fraise. J'ai aussi une petite fourmilière là. Ah ouais. Et alors, est-ce qu'elles viennent dans tes légumes? Ouais. Elles sont même réveillées avant moi. Et elles embêtent les légumes ou pas? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent mes radis. Elles mangent tes radis. Ouais, regarde. Et c'est papa qui t'a appris à planter les légumes? Oui. Une passion de génération en génération. Ça doit être ça. Trop chouette. Et bon, merci Swan. Je suis maintenant avec Lynn et Elliot dans la cabane de la canopée. Du coup, Lynn et Elliot, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, moi je m'appelle Lynn Sier, j'ai 23 ans cette année et je suis mixte franco-chinoise et je suis arrivée dans le collectif il y a déjà 1 an et demi à peu près. Salut, moi c'est Elliot, j'ai 26-27 ans et ça fait maintenant 3-4 ans que j'habite ici dans le collectif dans lequel on est actuellement. Super. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter pour vous quel a été votre déclic pour vivre autrement et comment vous êtes arrivé ici? C'est vrai que cette question, moi, on me l'a souvent posée, et puis et le terme déclic, je ne sais pas si j'ai eu un déclic en tant que tel, c'était plutôt un cheminement sur plusieurs années de réflexion et puis de voyage. Après mes études, je suis parti faire 3 ans de woofing un peu à travers la France pour essayer de trouver une région dans laquelle je voulais m'installer, un type de travail que je voulais faire. Je ne suis pas du tout issu du milieu paysan ou du milieu collectif dans le mode de vie. Et c'est à force de faire des expériences dans plein de régions en France, dans plein de types de collectifs, que je me suis dit, voilà, il y a un truc qui me plaît et j'ai envie de m'orienter là-dessus. Et c'est un jour en me baladant dans le territoire sur lequel on est, où j'ai découvert le lieu dans lequel on habite. Et en fait, au bout de 15 minutes, en ayant rencontré les gens, je me suis dit, bah, en fait, c'est ici que ma place, j'ai envie d'être ici, c'est ici que j'ai envie de vivre. Et c'est ça, j'ai découvert le lieu et puis je me suis dit, c'est là où j'ai envie de m'installer pour vivre. Et comment tu as commencé ce cheminement au début de justement pas vouloir te mettre dans un mode de vie conventionnel? Bah, je pense que j'étais un peu perdu. Je finissais mes études. Déjà, mes études m'ont pas forcément plu. Et Des études disons, en en environnement. En environnement, mais pas trop sur le terrain, plutôt sur le papier, disons. Et ça me plaisait pas, je voulais voir autre chose. Et je pense à travers des rencontres, à travers des professeurs qui m'ont un peu ouvert les yeux, à travers des amis qui m'ont fait voir les choses différemment. Et donc à la fin des études, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'aller faire du woofing à tel endroit. Et j'ai commencé en Alsace. Et après, j'ai fait plein d'expériences différentes. Et puis et j'ai aimé ce côté de travail à terre, retour au mode paysan auquel mes arrière-grands-parents étaient et mes grands-parents étaient. Et c'est là où j'ai trouvé mon bonheur en fait, en m'endormant heureux et puis en me réveillant heureux de retourner les mains dans la terre. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est les expériences et puis les personnes que j'ai rencontrées. Ok. Et toi, Lynn? Ben moi, c'était il y a 2 ans maintenant. Je suis venue dans le lieu où on est aujourd'hui pour faire la fête, pour retrouver des amis. Et j'ai rencontré Elliot et je suis tombée amoureuse de lui. Et en parallèle, je suis tombée amoureuse du lieu dans lequel il vivait et de la manière dont il vivait. Et je me suis pris comme ça, naturellement, dans le rythme de vie de tous les jours, à être très à l'aise à vivre ici avec tout le monde. Et j'ai pas senti le truc arriver tout de suite, mais c'est après, en retournant en ville, dans mon appartement où j'étais en train de faire mes études, où j'ai réalisé que c'était plus cohérent aujourd'hui de vivre un peu plus proche de la nature et avec une action directe sur les choses que tu fais et les choses dont tu as besoin.
Donc c'était un peu une vague après coup. Ça a été un peu douloureux parce que tu remets tout en question du coup et tu passes par beaucoup de questionnements et un peu de détresse. Et après, petit à petit, ça se stabilise et tu vois un petit peu la clarté dans tout ça et ça devient agréable au fur et à mesure des jours. Pourquoi tu parles d'une détresse? Parce que du coup, tu dois tout décomposer de ta vie d'avant, repenser à tous tes gestes du quotidien, tes habitudes, tu dois les déconstruire, l'éducation que tu as reçue, tu poses beaucoup de questions dessus, comment vivent ta famille, tes parents, quel a été tout ça dans ta vie et du coup, ça fait un peu stresser à la fin quand tu penses à tout ça d'un coup. Et puis, ça fait du bien de en sortir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Chine quelques mois pour retrouver ma famille là-bas, en ayant vécu un petit peu dans notre collectif avant. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir la vie du collectif de loin et d'y repenser et de revoir pourquoi tout ça c'est important de loin et d'y revenir après et de réaliser que ça t'avait beaucoup manqué et que c'est important. Tout ce que t'as pas pu... Tout ce que t'as quitté pendant longtemps, tu le retrouves. Ça fait beaucoup de bien. Alors justement, c'est une question que je voulais vous poser sur cette façon de vivre autrement. Vivre autrement, ça veut dire quoi pour vous? C'est une bonne question. Je pense que c'est quoi vivre autrement? C'est tellement ancré dans notre quotidien. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je vis de cette manière-là. C'est vivre autrement, c'est les autres qui vivent autrement. En fait, c'est pas moi qui vis. Je pense que c'est une question de subjectivité là. Mais alors justement, en quoi vous vivez autrement que les autres et comment ça s'est Oui. matérialisé, vous, dans votre changement? Je pense que c'est sur la vie en collectif, c'est sur notre consommation aussi. C'est toute une transformation dans ton quotidien entier, dans ta manière de penser, dans ta manière de voir. Mais non, j'ai du mal à répondre à cette question. Moi, ce qui m'a grisé depuis le début ici, dans notre environnement de vie, c'est la liberté totale qu'on a d'expérimentation, de construction, de plantation. Comme si on ne doit rien à personne et personne va passer derrière pour regarder les travaux finis. Et c'est super agréable, ça donne une grande joie et de liberté en fait. Et ça, c'est pas souvent aujourd'hui dans les structures dans lesquelles on grandit. T'as toujours un prof qui va relire ta copie ou un patron qui va regarder ce que tu fais. Je trouve la passion ici, c'est de pas avoir ça. Et c'est assez agréable. Et puis tu disais aussi tout à l'heure, Lynn, de vivre proche de la nature, d'avoir déconstruit toute cette consommation aussi. Et, en fait, vous êtes un peu débranché d'un certain système, en fait. Ne serait-ce que littéralement avec l'eau et l'électricité. Oui, déjà, ouais. Déjà, on est débranché du point de vue des énergies. Enfin, on est branché, disons, à nos propres énergies et à notre propre source d'énergie. Mais également, moi, personnellement, du point de vue du réseau téléphonique et puis Internet. Bon, je suis un peu connecté grâce à Lynn, mais il y avait cette volonté au départ, quand je suis arrivé ici, de vraiment me déconnecter d'Internet pour essayer de me retrouver face à moi-même, face à mes envies et face aux personnes avec qui je vivais et mes amis proches, et de ne pas être, connecté avec plein de monde autour et de plus être centré sur mes envies du moment et sur mes passions. Et alors, comment vous l'avez vécu cette transition et notamment comment elle a été accueillie par vos proches? Moi, j'ai fait un exposé à mes parents avec un diaporama, des photos parce qu'ils sont loin, donc ils n'ont pas eu la chance encore de venir ici, voir de leurs propres yeux. Et c'était trop important pour moi qu'ils voient tout et qu'ils comprennent avec qui je vis, pourquoi, comment. Et je pense qu'ils n'ont pas encore totalement cerné les tenants et les aboutissants parce que j'ai pas tout dit non plus pour pas trop les effrayer parce que parfois les parents ils peuvent s'inquiéter de ce mode de vie-là. Mais c'est quoi qui pourrait leur faire peur? Je pense mon père, ça pourrait être le côté manque de confort pour le froid par exemple, il pourrait avoir peur qu'on ait froid et tout ça. Mais
si tu épargnes les détails à tes parents et qu'ils voient que tu es heureux, ça va. Ils sont contents. J'ai hâte qu'ils voient en vrai quand même. Non, moi, je pense que moi, mes parents, j'ai eu la chance, et je pense si je suis là actuellement et aussi bien dans mon quotidien, c'est qu'ils m'ont soutenu dès mon changement de vie, comme tu disais tout à l'heure. C'est que dès qu'à la fin de mes études, quand je leur ai dit que j'allais élever des escargots en plein milieu de l'Alsace, enfin, ils m'ont pas dit non, quand ils m'ont dit bah, vas-y, fonce, et puis si t'es heureux, c'est l'importance. Donc, ils m'ont laissé aller élever des escargots au milieu de l'Alsace, et puis ils ont suivi toutes mes étapes de vie et tous les endroits où j'étais. On s'appelait, ils me posaient des questions, donc je sentais vraiment qu'ils étaient curieux. Et quand j'ai pris le choix d'habiter là où on est, bah, ils étaient super excités pour moi. Et dès le premier mois où j'ai commencé à construire ma maison, bah, ma maman était là, et puis elle m'a aidé à poser le bardage, à faire l'isolation, à poser les fenêtres. Et puis et en parallèle de ça, eux, ils ont vachement appris aussi sur une autre manière de vivre. Je pense qu'ils ont dû avoir une nouvelle réflexion sur sur leur quotidien. Donc ça, je suis heureux de partager ça avec eux quand ils viennent nous voir. Et ils m'ont soutenu à fond. Et puis ils sont toujours là pour nous aider s'il y a besoin de quelque chose. Donc c'est un énorme encouragement, ça. Et j'ai beaucoup de chance. Sinon, je pense que si mes parents n'auraient pas été là derrière moi, je suis pas sûr que j'aurais pu assumer pleinement mon mode de vie et le faire en toute tranquillité. Tu veux dire psychologiquement ou aussi financièrement parlant? Ah non, financièrement, moi je suis autonome depuis un paquet d'années. Et puis j'aurais pas pu accepter déjà d'une part de faire ce changement de mode de vie, disons tous ces voyages que j'ai pu faire, tous ces woofings avec l'aide financière de mes parents, parce que pour moi c'est pas être totalement en accord avec ses principes, enfin avec mes principes du moins, et psychologiquement parce que si j'avais dû couper le lien avec mes parents et la proximité pour ce changement de mode de vie là, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été peut-être que je l'aurais fait, mais j'aurais pas été aussi content et aussi fier de les appeler puis leur montrer dans quel mode de vie j'étais. Donc là, il devrait venir dans pas longtemps pour venir squatter dans notre lieu, donc ça serait génial. Trop bien. Et alors justement, vous, ça ressemble à quoi aujourd'hui votre quotidien et vous vivez de quoi? Parce que souvent, c'est des questions qu'on se pose sur les gens qui vivent en collectif. Et ben personnellement, moi je travaille à mi-temps dans une pépinière. Du coup, gagné un salaire comme ça. Et sinon, j'ai demandé de travailler en mi-temps parce que j'avais peur de rentrer dans un cercle dans lequel j'ai vu tous les membres de ma famille rentrer, c'est-à-dire le travail à plein temps dans un endroit où t'as pas forcément le temps de faire autre chose pour toi, tes vraies envies et tout ça. Donc j'essaye pour l'instant, j'expérimente ce rythme-là de vie. Et pour l'instant, j'en suis très heureuse parce que tous les matins, je peux faire du coup vraiment des activités qui assouvissent mes envies très profondes et personnelles. Et c'est super. Et mon travail à la pépinière est très chouette aussi. Donc je passe du bon temps au travail aussi. Et justement, sur le lieu, du coup, sur tes matinées de temps libre, à quoi tu les occupes ici? En ce moment, je suis en train de retaper un bateau échoué au milieu de notre jardin pour faire un petit atelier personnel de création et une chambre aussi. Donc je vais découvrir des manières de construction écologique avec Perrine, notamment. J'ai beaucoup de conseils de Ben et Elliot sur les constructions basiques de bois, les outils, et ça me fait grandir aussi là-dessus. Alors moi, au cours d'une année, le quotidien va être vraiment différent selon les saisons. C'est qu'on est sur un lieu on est sur une région qui est principalement axée sur le tourisme. Donc moi, ça fait 5 ans que maintenant je fais des saisons sur le territoire. Donc je fais des saisons souvent de avril jusqu'à septembre, octobre. Donc c'est-à-dire que je travaille pendant 6 mois. Et toutes les saisons que j'ai fait, c'était des saisons où je travaillais que le matin ou que l'après-midi, ce qui me permettait en fait d'avoir soit la matinée, soit l'après-midi libre complète, dédié au lieu et puis à mes passions perso. Donc alors pour l'été, je vais au travail et après ça, on s'occupe sur le terrain, on fait du jardin, on fait du bricolage, on reconstruit des petits abris, des petits ateliers, la maison des copains. Ou bien aussi je prends du temps perso parce que c'est important de prendre du temps pour soi et d'être en dehors du collectif, de pouvoir aller se balader, de pouvoir se retrouver aussi avec d'autres personnes, de ne pas être enfermé au sein du lieu. Et en revanche, l'hiver, c'est un réel bonheur parce que là, pour le coup, on ne travaille pas et on a nos journées libres à nous. Donc on essaie de faire des grosses activités entre copains et sur le lieu, on essaie de le remettre en état. Et donc là, financièrement, je vais arrêter les saisons à partir de cette année
Et je me lance avec Ben dans le projet agricole en espérant pouvoir vivre de ce projet-là jusque tant qu'on est motivé et qu'on a envie de le faire. Donc un paquet d'années, j'espère. Donc pour revenir à votre vie justement sur le collectif, c'est quoi vous aimez le plus ici ? C'est de vivre dehors, pour ma part. Être tout le temps dehors, sous les arbres, au soleil. Ça, c'est très très agréable. C'est ce qui permet, je trouve, d'être... comment dire ? Ça rend heureux. Très simplement, en fait. Nos habitats, ils sont pas très grands. Ils sont à l'échelle assez petite, mais c'est suffisant pour nous, pour se chauffer, pour dormir, pour bouquiner. Mais on vit essentiellement dans les espaces qu'on partage. On croise des gens, on partage des moments, mais aussi on vit essentiellement dehors et ça c'est trop chouette. Et beaucoup de choses. Il y a un peu tout qui me plaît. Je suis complètement convaincu par ce mode de vie et pour rien au monde en fait je voudrais changer d'endroit, changer de lieu et puis changer les personnes avec qui j'habite. Donc c'est vrai que ce côté proximité avec des personnes proches, c'est même plus des amis, c'est même plus de la famille, c'est compliqué à déterminer. Ça me plaît énormément et comme dit Linette aussi, d'être entouré d'une nature, d'une friche absolument splendide qui fait que tu t'endors heureux, tu te réveilles heureux au quotidien, quoi. Et d'être face à ses convictions. C'est qu'on essaye d'expérimenter en fait quotidiennement pour essayer d'être face à aux critiques qu'on peut avoir de la société et comment on peut améliorer notre mode de vie, notre quotidien, comme tu dis souvent, autant du point de vue énergétique que du point de vue alimentaire. Celui-là le permet parce qu'on a un paquet d'outils, un paquet aussi de copains qui nous donnent des idées, qui nous aident dans notre démarche. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous raconter un de vos meilleurs souvenirs ici, dans le collectif ? Moi, tout de suite, ce qui me vient dans la tête, c'est le matin où Lou, le dernier petit de Ben et Lily, est né et que nous, on était en charge des 2 autres dans leur maison. Et on était en charge de leurs 2 autres petits. Et on a dû faire un appel téléphonique avec les 2 parents pour qu'ils leur annoncent qu'ils ont eu un petit frère et qu'il venait de naître et elle venait de partir à la maternité 6 heures avant. Ah ouais. Et c'était un moment très fort et très joyeux et où on a eu toute la responsabilité de la garde des petits et c'était super. Si, moi je pense que c'était un matin cet hiver, personne ne travaillait, on devait peut-être un week-end ou en semaine. Et on s'est tous retrouvés pour fendre le bois, pour pouvoir chauffer nos habitations. Donc ça veut dire qu'on était tous présents, tous réunis. Et on a dû fendre le bois tous ensemble. Donc on en a chié tous ensemble. Et après on s'est fait une grosse bouffe ensemble. Donc c'est vraiment tout le monde soudé au même moment pour une entraide collective. Et ça, c'est les beaux souvenirs de partage. Chouette. Eh ben, merci pour ce partage. Ça donne, je trouve, une belle image de ce que j'ai pu découvrir moi aussi ici avec vous. Merci. Merci à toi. Comme vous l'aurez compris, une vie en collectif est riche et dense, à l'image de cet épisode. C'est donc la fin de cette première partie, et de suite, écoutez la deuxième pour y découvrir le portrait de Perrine Émilie, les principes de l'éco-construction et le projet agricole que Ben et Elliot sont en train de lancer. Car oui, les mains dans la terre n'est quand même pas tombé là par hasard, et vous allez voir que tout est lié. Alors, à très vite pour la suite.